Le 17 août 1943, à 30 000 pieds au-dessus de Schweinfurt en Allemagne, le bombardier de tête des 230 forteresses volantes, B-17, approchant de Schweinfurt, observait, à travers son viseur de bombardement Norden, les explosions de la défense anti-aérienne autour de la formation. En contrebas, 5 usines produisant près des 2 tiers des roulements à billes de l'Allemagne devenaient invisibles à travers les trous dans la fumée. L'industrie aéronautique allemande, à elle seule, consommait 2 400 000 roulements à billes par mois. Si ce raid réussissait, la machine de guerre allemande pourrait s'arrêter complètement. Mais tandis que les bombes tombaient et que les chasseurs allemands déchiraient les formations de bombardiers, une réalité différente émergeait à des milliers de kilomètres de là, à Canton, dans l'Ohio. Pendant que les bombardiers américains mouraient pour détruire la production allemande de roulements à billes, 60 B-17 perdus ce jour-là avec 102 membres d'équipage tués, les usines américaines produisaient quelque chose que l'Allemagne ne pouvait égaler, des roulements à rouleaux coniques qui fonctionnaient mieux que les roulements à billes pour la plupart des applications et ne dépendaient pas du tout de la technologie allemande. Voici l'histoire documentée de la façon dont un fabricant de voitures immigré allemand a inventé une conception de roulement supérieure en 1898. Comment son entreprise est devenue la réponse de l'Amérique au monopole allemand des roulements à billes et comment cette innovation mécanique obscure a contribué à gagner la Seconde Guerre mondiale. La friction transforme l'énergie cinétique en chaleur, tout en endommageant les surfaces et en gaspillant l'énergie. C'est un problème fondamental dans tout mouvement mécanique. L'homme qui pourrait réduire fondamentalement la friction, croyait Henry Timken, immigré allemand, accomplirait quelque chose de réelle valeur pour le monde. Henry Timken est né le 16 août 1831 à Bremstedt, royaume de Hanovre. Il a immigré aux États-Unis avec sa famille à l'âge de 7 ans, s'installant dans le Missouri. Adolescent, il est devenu apprenti chez un fabricant de voitures et de chariots de premier plan. À l'âge de 24 ans, il avait établi sa propre usine de voitures à Saint-Louis. En 1877, Timken a reçu un brevet pour le ressort de buggy Timken, qui est devenu largement utilisé dans toute l'Amérique et produit sur une base de redevance par de nombreuses entreprises. Le succès du ressort a rendu Timken bien connu à l'échelle nationale, et son entreprise de voitures a prospéré. Vers 1895, Timken s'est intéressé aux problèmes créés par la friction dans la conception des chariots. Les roulements conventionnels du 19e siècle fonctionnaient bien pour réduire la friction sous des charges verticales, mais rencontrèrent des problèmes lorsque les roupeaux devaient supporter de lourdes charges latérales, comme lorsque les véhicules prennent des virages. Les roulements à billes, le roulement anti-friction le plus courant de l'époque, utilisait des billes sphériques, roulant entre une bague intérieure et extérieure. Ils fonctionnaient excellemment pour les charges légères et les vitesses élevées, mais avaient des limitations. Lorsqu'ils étaient soumis simultanément à de lourdes charges radiales et à des charges axiales, comme une roue de chariot tournant tout en portant du poids, les roulements à billes s'usaient rapidement. Timken, avec l'aide de ses 2 fils et d'un neveu, a commencé des expériences pour fabriquer un meilleur roulement. Ils ont développé un concept révolutionnaire. Au lieu de billes, utiliser des rouleaux coniques. Les rouleaux seraient en forme de cône, disposés à un angle entre des chemins en forme de cône. Cette géométrie permettrait au roulement de supporter simultanément des charges radiales perpendiculaires à l'arbre et des charges axiales parallèles à l'arbre, exactement ce dont les roues de véhicules avaient besoin. Le 1er mai 1898, Henry Timken a reçu 2 brevets pour sa conception de roulement à rouleau conique. L'innovation était profonde. Son roulement pouvait supporter 5 fois la charge d'un roulement à billes, équivalent tout en maintenant une friction plus faible et une durée de vie plus longue. En 1899, Timken a incorporé la société Timken Roller Bearing Axle Company dans un coin de son usine de voitures de Saint-Louis. L'entreprise a grandi si rapidement qu'en 1901, Timken a décidé de déménager à Canton, dans l'Ohio, pour être près de l'industrie automobile émergente centrée à Detroit et Cleveland et des centres de fabrication d'acier de Pittsburgh et Cleveland. Pendant que Timken développait des roulements à rouleaux en Amérique,
l'Allemagne dominait la production mondiale de roulements à billes. En 1883, l'entrepreneur allemand Friedrich Fischer et son fils ont été les pionniers de la production de masses de base d'acier de précision à Schweinfurt en utilisant une machine à meuler. Leur usine a fusionné avec l'atelier de Georg Schäfer pour devenir Kugelfischer, Georg Schäfer, en 1909. Une autre société suédo-allemande, SKF Svenska Kullagerfabriken, fondée en 1907, s'est rapidement étendue à l'échelle mondiale. En 1908, SKF avait des succursales en Allemagne et en France. En 1909, des filiales à New York, puis en Grande-Bretagne, au Danemark, en Norvège, en Belgique, en Hollande et en Russie. SKF est devenu le plus grand fabricant de roulements au monde. Avant la Première Guerre mondiale, la plupart des roulements à billes utilisés en Amérique étaient importés d'Allemagne. Les entreprises allemandes avaient établi des positions dominantes grâce à une métallurgie supérieure, une fabrication de précision et une expansion mondiale agressive. Les voyages d'Henry Timken en Allemagne en 1892 et 1895 ont fourni des avantages concurrentiels. Il a observé la technologie des moteurs à combustion interne de Daimler et Benz et a été témoin du développement avancé des roulements. L'Europe avait des années d'avance sur l'Amérique dans la production de roulements. Mais la conception à rouleau conique de Timken offrait des avantages que les roulements à billes allemands ne pouvaient égaler. Pour les applications à charge lourde, camions, wagons de chemin de fer, machines industrielles, les rouleaux coniques surpassaient largement les roulements à billes. La géométrie distribuait les charges sur une ligne de contact plutôt qu'un point, augmentant considérablement la capacité de charge. En 1920, la société Timken fabriquait 90% des roulements à rouleau conique d'Amérique. L'entreprise exploitait des usines de roulement à Columbus, dans l'Ohio, ouvertes en 1920, au Canada en 1922, et finirait par s'étendre à l'échelle mondiale. L'adoption par les chemins de fer était cruciale. En 1923, les roulements Timken ont été testés sur des tramways entre Kenton et Cleveland, puis sur des wagons de marchandises du chemin de fer Wheeling and Lake Erie. En 1926, le Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad a commandé des roulements Timken pour des trains à grande vitesse, comme le Burlington Zephyr et le Santa Fe Super Chief. Lorsque la Première Guerre mondiale a commencé en août 1914, le monopole allemand des roulements à billes est devenu une arme stratégique. Le blocus britannique a coupé les exportations allemandes. L'industrie américaine dépendante des roulements allemands a fait face à des pénuries, les prix ont grimpé. Mais les fabricants américains se sont trouvés incapables de substituer rapidement les roulements à billes, car la production de billets de précision nécessitait des machines spécialisées et une expertise concentrée en Allemagne. La société Timken, cependant, avait déjà une capacité de production pour les rouleaux coniques, une technologie différente, qui fonctionnait mieux pour de nombreuses applications. Quoi qu'il en soit, la Première Guerre mondiale a démontré que les roulements à rouleaux coniques pouvaient remplacer les roulements à billes dans la plupart des véhicules militaires. Les roulements Timken équipaient les camions, les affûts d'eau d'artillerie et l'équipement lourd. La performance des roulements à rouleaux coniques. Timken dans l'équipement militaire de la Première Guerre mondiale a fait impression sur les marchés européens. Après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne s'est hissée à la deuxième position dans la fabrication automobile mondiale, créant des opportunités pour Timken d'étendre sa présence européenne. L'entreprise est entrée sur les marchés internationaux initialement en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, apportant la technologie américaine des roulements à rouleaux pour concurrencer directement les roulements à billes européens. Henry Timken est décédé le 16 mars 1909 à San Diego, en Californie, avant de voir l'impact complet de ses inventions. Ses fils H. Timken et W.R. Timken ont continué à développer l'entreprise. En 1917, face aux pénuries d'acier de la Première Guerre mondiale, Timken a commencé des opérations de fabrication d'acier et de tubes à canton pour s'intégrer verticalement et contrôler la qualité de l'acier pour roulement. Cette décision s'est avérée critique. Fabriquer son propre acier signifiait contrôler la composition, le traitement thermique et la qualité à chaque étape.
L'acier pour roulement nécessite une teneur en carbone précise, une structure granulaire uniforme et l'absence d'inclusion. En produisant l'acier en interne, Timken assurait la qualité des roulements tout en se protégeant contre les perturbations d'approvisionnement. L'entreprise est entrée dans la Grande Dépression en position financière solide. Sa performance l'a placée parmi les entreprises industrielles les plus solides et les mieux gérées des années 1930, s'étendant aux marchés non automobiles, agriculture, outillage de machines, équipements industriels et ferroviaires, ce qui a atténué les impacts de la dépression. Au début des années 1930, Timken a développé des roulements pour les arbres d'entraînement d'hélice, s'étendant à la construction navale, y compris les contrats de la marine américaine. En 1932, Timken a commencé à fabriquer des trépans amovibles pour l'équipement de construction et d'exploitation minière, fournissant des débouchés pour la production d'acier pendant les marchés déprimés. Lorsque H.H. Timken est décédé en 1940, son fils H.H. Timken Jr. est devenu président. L'entreprise avait des installations de fabrication dans l'Ohio, Canton, Columbus, Mount Vernon, au Canada, en Grande-Bretagne, en France et en Afrique du Sud. Timken employait des milliers de personnes et produisait des roulements pour pratiquement toutes les industries. Puis la guerre est arrivée en Europe à nouveau. En 1943, les services de renseignement alliés ont identifié les roulements à billes comme une vulnérabilité critique allemande. Albert Speer, ministre allemand de l'armement, a déclaré « Dès le 20 septembre 1942, j'avais averti Hitler que la production de chars de Friedrichshafen et les installations de roulements à billes de Schweinfurt étaient de cruciales pour tout notre effort. » Schweinfurt, en Bavière centrale, abritait 4 complexes de fabrication de roulements à billes qui produisaient collectivement environ la moitié de la production totale de roulements à billes de l'Allemagne. Kugelfischer Georg Schäfer, le plus grand complexe au nord de la gare principale, employait 11 700 travailleurs, même à la fin de la guerre en 1945, plus des travailleurs esclaves. Fichtel & Sachs au sud-ouest de la gare, une filiale de SKF. Vereinigte Kugelager fabrique un AG VKF, 2 usines, VKF Werk I dans le centre-ville, VKF Werk 2 au sud de la gare, également une filiale de SKF. La 8e force aérienne américaine prévoyait d'arrêter la production de guerre allemande en détruisant ses usines. Le maréchal de l'air britannique Arthur Harris a rejeté les roulements à billes comme cible panacée, affirmant que les bombardiers de la RAF ne pouvaient même pas trouver une ville de la taille de Schweinfurt la nuit, encore moins frapper des usines spécifiques. Mais l'USAF était engagé dans le bombardement de précision de jour. Le 17 août 1943, 376 B-17 ont décollé pour attaquer Schweinfurt et les usines Messerschmitt à Ratisbonne. La mission a été catastrophique. Sur 230 B, 17 attaquant Schweinfurt, 36 ont été perdus, soit 15,7% de la force. Combiné aux pertes de Ratisbonne, 60 B-17 ont été détruits ce jour-là. Sur 601 membres d'équipage perdus, 102 ont été tués. 381 capturés, d'autres se sont évadés ou ont été internés. Les mitrailleurs des B-17 ont revendiqué 288 avions allemands détruits. Les pertes réelles de la Luftwaffe, 25 à 35 chasseurs. Mais le bombardement a fonctionné temporairement. La production allemande de roulements à billes est passée de 140 tonnes en juillet à 69 tonnes en août et 50 tonnes en septembre, soit une réduction de 64%. Le deuxième raid sur Schweinfurt est arrivé le 14 octobre 1943, le jeudi noir. Cette fois, 60 des 229 B, 17 attaquants ont été perdus, soit un taux de perte de 26%. Total des pertes, 594 disparus au combat, 40 blessés au combat, 5 tués au combat. De telles pertes étaient insoutenables. Albert Speer a admis plus tard que si les Alliés s'étaient concentrés sur le bombardement des roulements à billes, 2 mois plus tard cela affaiblirait fondamentalement la production de guerre et 4 mois plus tard la production de guerre s'arrêterait complètement. Mais ils ne l'ont pas fait. Les raids étaient trop coûteux. Les missions de pénétration profonde sans escorte de chasseurs à long rayon d'action ont entraîné des pertes catastrophiques.
Les raids sur Schweinfurt ont été interrompus jusqu'à ce que les P-50 et un Mustang, avec des réservoirs largables, puissent escorter les bombardiers jusqu'aux cibles et retour. Malgré les raids dévastateurs, les pénuries allemandes de roulements à billes n'ont jamais paralysé la production de guerre. 3 facteurs ont empêché l'effondrement. Premièrement, les stocks. L'Allemagne avait accumulé d'énormes réserves de roulements à billes. Les usines maintenaient des mois d'inventaire comme tampon contre les perturbations. Deuxièmement, l'importation. L'Allemagne importait des roulements à billes de la Suède et de la Suisse neutre. La société suédoise SKF a fourni environ 10% des besoins allemands jusqu'en 1943, augmentant à mesure que la production nationale diminuait. Les roulements étaient petits, précieux, faciles à faire passer en contrebande. Les avions Mosquito de la BOAC effectuaient des missions dangereuses vers la Suède, revenant chargés de roulements à billes achetés par des agents alliés. Les Britanniques et les Américains ont finalement fait pression sur la Suède pour réduire les exportations de roulements à billes vers l'Allemagne. En avril 1944, les Alliés ont négocié directement avec SKF, offrant de payer l'équivalent de 88 millions de couronnes pour mettre fin aux livraisons à l'Allemagne. Des agents de l'OSS ont infiltré l'usine SKF de Göteborg, surveillant les expéditions, mais à ce moment-là, le mal était fait. Les roulements suédois avaient soutenu la production allemande pendant les périodes critiques. Troisièmement, la substitution. Lorsque c'était possible, les ingénieurs allemands ont reconçu l'équipement pour utiliser des paliers lisses, découssinés au lieu de roulements à billes. Les paliers lisses nécessitent un entretien et un remplacement plus fréquents, mais peuvent être fabriqués avec une technologie plus simple et des matériaux moins critiques. L'analyse d'après-guerre a confirmé le scepticisme d'Arthur Harris. La campagne des roulements à billes, malgré le coût de centaines de vies américaines et de dizaines de bombardiers, a obtenu un effet stratégique limité. En 1945, l'Allemagne avait assemblé plus de réserves de roulements que jamais. La production dispersée dans des installations souterraines et des ateliers plus petits a rendu le ciblage inefficace. Pendant que les B-17 brûlèrent au-dessus de Schweinfurt, les usines américaines résolvaient le problème des roulements différemment. Non pas en bombardant les usines allemandes, mais en produisant des alternatives qui fonctionnaient mieux. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, la production de Timken a augmenté de façon spectaculaire. L'entreprise a ouvert plusieurs nouvelles installations dans l'Ohio. Timken Ordnance Company, à Canton en 1941, a construit environ 81 000 tubes de canon au cours des 2 années suivantes. L'usine de roulement de Zanesville a ouvert en 1943. D'autres nouveaux emplacements comprenaient Columbus et Newton Falls. Pendant la guerre, la production de Timken a plus que doublé son pic précédent. Les statistiques racontent l'histoire. Chaque Jeep américaine utilisait 24 roulements Timken. Avec 660 000 Jeeps livrés à l'armée, Timken a produit plus de 15 800 000 roulements pour les Jeeps seulement. Les camions nécessitaient des dizaines de roulements supplémentaires chacun. Les chars utilisaient des roulements Timken dans les chenilles, les roues, les tourelles et les transmissions. Les pièces d'artillerie, les trains d'atterrissage d'avions, les arbres d'hélice de navires, tous utilisaient des roulements à rouleaux coniques Timken. L'avantage n'était pas seulement que les roulements Timken fonctionnaient, ils fonctionnaient souvent mieux que les roulements à billes pour les applications militaires. Capacité de charge. Les rouleaux coniques supportaient les charges radiales et axiales quand combinées, bien mieux que les roulements à billes. Les chenilles de chars et les roues de camions subissaient exactement ces charges combinées. Durabilité. Contact linéaire entre le rouleau et le chemin par rapport au contact ponctuel dans les roulements à billes. Charge distribuée réduisant les contraintes et prolongeant la durée de vie. Maintenance, les roulements à rouleau conique pouvaient être ajustés pour compenser l'usure. Yes, le Wolitisium. Les roulements à billes, une fois usés, devaient être remplacés. Fabrication, qui Timken contrôlait toute sa chaîne d'approvisionnement, de la production d'acier à l'assemblage des roulements. Aucune dépendance aux importations ou aux fournisseurs externes. À la fin de la guerre, Timken avait produit des centaines de millions de roulements pour l'équipement militaire allié.
Le modèle verticalement intégré de l'entreprise, fabriquant l'acier, usinant les roulements et contrôlant la qualité de bout en bout, s'est avéré supérieur à la dépendance aux chaînes d'approvisionnement mondiales que les guerres perturbaient. La physique favorisant les roulements à rouleaux coniques n'était pas évidente, mais était fondamentale. Mécanique de contact. Un roulement à billes entre en contact avec son chemin en un point. Sous charge, ce point se déforme en une petite ellipse, mais la zone de contact reste minuscule. La contrainte se concentre intensément. Un rouleau conique entre en contact avec son chemin le long d'une ligne. Sous charge, cette ligne se déforme en un rectangle étroit. La zone de contact est beaucoup plus grande. La contrainte se répartit sur une plus grande surface, réduisant la contrainte maximale. Répartition de la charge dans les roulements à billes. Sous des charges combinées, seules quelques billes supportent la majeure partie de la charge. Dans les roulements à rouleaux coniques, tous les rouleaux partagent les charges de manière plus uniforme grâce à la géométrie et au positionnement précis. Ajustabilité. Les roulements à rouleaux coniques peuvent être préchargés, ajustés pour éliminer le jeu et optimiser le contact. Les roulements à billes ont des jeux fixes déterminés lors de la fabrication. Dissipation de la chaleur. La plus grande surface de contact dans les roulements à rouleaux évacue la chaleur plus efficacement, réduisant les températures de fonctionnement. Pour les véhicules militaires fonctionnant dans des conditions difficiles, charge de choc, poids lourds, mauvais entretien, environnement contaminé, ces avantages étaient décisifs. Les roulements Timken survivaient à des conditions qui détruisaient les roulements à billes. Les ingénieurs allemands savaient que les rouleaux coniques existaient, mais leur fabrication était concentrée sur les roulements à billes. Convertir la production nécessiterait de réoutiller les usines, de recycler les ouvriers et de reconcevoir l'équipement, impossible en temps de guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, une grande partie des machines expédiées en Europe dans le cadre du plan Marshall étaient équipées de roulements Timken, aidant l'entreprise à établir une présence plus large sur des marchés où les concurrents européens avaient dominé. L'affaire antitrust qui hantait l'entreprise, États-Unis contre Timken Roller Bearing Co., atteignit son paroxysme après-guerre. Le ministère de la Justice allégua que Timken avait conspiré avec British Timken Ltd. Et Timken français pour restreindre le commerce par des restrictions territoriales. Pendant la guerre, ces restrictions créèrent des problèmes. L'Australie, dans le territoire de British Timken, avait désespérément besoin de roulements pour la production de guerre. British Timken ne pouvait pas fournir des quantités adéquates. Ils étaient submergés par les besoins militaires britanniques. Les distributeurs australiens réclamaient des roulements Timken américains. Le 4 décembre 1940, la correspondance entre les dirigeants de Timken montrait le dilemme. Nous avons été informés par la Commission britannique des achats qu'ils prendront très probablement en charge tous les achats de roulements anti-friction pour l'Australie. Ils donneront les affaires aux plus bas soumissionnaires. Des notes internes documentaient comment Timken naviguait dans les accords territoriaux pendant la guerre. Il y avait une interférence sérieuse dans la production de guerre australienne en raison de l'incapacité de British Timken à fournir des roulements pendant la période d'urgence de guerre. Le défendeur fut autorisé d'abord à remplir uniquement les commandes australiennes et plus tard les commandes émanant de n'importe quel endroit du territoire de British Timken, mais seulement par l'intermédiaire des distributeurs de British Timken, et seulement au prix désigné par celui-ci. Après plusieurs appels, la Cour suprême statua en 1951 que Timken avait conspiré avec des filiales étrangères pour restreindre le commerce. La décision força la restructuration des opérations internationales, mais ne ralentit pas la croissance de Timken. En 1960, Timken opérait aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en France, en Afrique du Sud, en Australie et au Brésil. En 1974, Timken ouvrit des opérations de vente au Japon, apportant des roulements à rouleaux coniques américains pour concurrencer sur le marché des roulements le plus exigeant au monde. Tout au long des années 1970 et 1980, Timken s'étendit en Italie, en Corée, à Singapour et au Venezuela. En 2003, Timken acquit le concurrent Torrington Company pour 840 millions de dollars, doublant la taille de l'entreprise et créant le troisième plus grand fabricant de roulements au monde. En 2014, l'entreprise sépara les opérations de roulement et d'acier.
Timken Company continua à fabriquer des roulements tandis que Timken Steel, maintenant Metallis, devint indépendant. En 2024, la société Timken affichait 4,6 milliards de dollars de ventes et emploie plus de 19 000 personnes dans le monde, opérant depuis 45 pays. Timken demeure le plus grand fabricant mondial de roulements à rouleaux coniques, une position détenue continuellement depuis les années 1920. La gamme de produits s'est élargie. Timken fabrique maintenant des roulements à billes, des roulements sphériques, des roulements cylindriques, des butées, des paliers lisses, des unités logées et des roulements de précision. L'entreprise produit des réducteurs à engrenages, des systèmes de lubrification automatisés, des courroies, des chaînes, des accouplements, des produits de mouvement linéaire et des services de transmission de puissance. Mais les roulements à rouleaux coniques restent centraux. Des roulements de la taille utilisée dans les lecteurs de disques aux roulements personnalisés de 9 tonnes fabriqués pour une forge lourde, Timken domine le marché avec environ 30% de part de marché mondial dans les rouleaux coniques. L'ironie ultime est que Henry Timken était allemand. Né à Hanovre, il immigra à l'âge de 7 ans et devint complètement américain, mais sa sensibilité d'ingénieur reflétait la minutie et la précision allemande. Ses voyages en Allemagne, dans les années 1890, l'exposèrent aux avancées européennes en matière de roulement. Les fabricants allemands de roulements à billes, comme Fischer et Schaefer, furent pionniers de la fabrication de précision. Le suédois SKF créa des réseaux de distribution mondiaux, mais ces entreprises se concentraient sur les roulements à billes parce que c'était ce qu'elles connaissaient. Timken vit ce que les fabricants établis ne voyaient pas, que pour les applications à charge lourde, les rouleaux battaient et les billes. La géométrie conique qu'il breveta en 1898 résolvait des problèmes que les roulements à billes ne pouvaient pas résoudre. Quand la Seconde Guerre mondiale arriva, l'industrie américaine avait un fabricant de roulements domestiques qui ne dépendait pas des importations allemandes, ne nécessitait pas la neutralité suédoise et produisait des roulements supérieurs pour la plupart des applications militaires. Les raids de Schweinfurt, bien que dévastateurs pour la production allemande, n'étaient pas nécessaires pour maintenir la production de guerre américaine en marche. Les usines Timken dans l'Ohio produisaient là déjà tout ce qui était nécessaire. Le ministre allemand de l'armement, Albert Speer, passa la guerre inquiet des approvisionnements en roulements à billes. Son homologue américain n'avait pas cette préoccupation. Timken s'en occupait. La technologie moderne des roulements a justifié l'innovation d'Henry Timken de 1898. L'équipement lourd d'aujourd'hui utilise massivement des roulements à rouleaux coniques. Roulement de roues automobiles dans les camions, les véhicules utilitaires, sports et les véhicules lourds, aérospatiales, trains d'atterrissage, applications de boîtes de vitesse, ferroviaires, essieux de wagons de marchandises, entraînement de locomotives, industriels, éoliennes, équipements miniers, aciéries, construction, excavatrices, grues, machines lourdes. Les roulements à billes restent optimaux pour les applications à haute vitesse et charges légères comme les moteurs électriques, les machines-outils et les instruments de précision. Mais pour les applications à charge combinée et services intensifs, les rouleaux coniques dominent. La physique qu'Henry Timken exploita en 1898 reste inchangée. Le contact linéaire répartit les charges mieux que le contact ponctuel. La géométrie conique gère les charges combinées mieux que la géométrie sphérique. Les roulements ajustables s'adaptent aux conditions mieux que les roulements fixes. Ces principes, élaborés dans un atelier de carrosserie de Saint-Louis, devinrent le fondement d'une industrie mondiale, alors que les historiens débattent pour savoir si Bombardier Schweinfurt importait, il n'y a aucun débat sur le fait que les roulements Timken importaient. Ils étaient dans chaque Jeep, chaque camion, chaque chenille de char, chaque arbre d'hélice de navire. Le roulement à rouleau conique ne fit aucun titre. Il n'apparut dans aucune photographie dramatique. Les généraux ne discutèrent pas de stratégie de roulement à Yalta ou à Potsdam. Mais les officiers de logistique savaient que sans roulement, les véhicules ne bougent pas. Sans mouvement, les armées ne peuvent pas se battre. L'Allemagne entra dans la Seconde Guerre mondiale dépendante de la production centralisée de roulements à billes, vulnérable au bombardement. L'Amérique entra dans la Seconde Guerre mondiale avec une production dispersée de roulements à rouleaux coniques,
immunisée contre les attaques. L'Allemagne passa la guerre à se démener pour des importations suédoises et à substituer des paliers lisses inférieurs. L'Amérique passa la guerre à produire des roulements supérieurs en quantité illimitée. L'avantage n'était pas spectaculaire. Aucune bataille unique ne tourna sur l'approvisionnement en roulements, mais agrégé sur des millions de véhicules, des milliards d'heures de fonctionnement et 6 ans de guerre, l'avantage cumulatif était énorme. Chaque roulement qui ne défaillait pas signifiait un véhicule de moins désactivé. Chaque véhicule opérationnel signifiait que les approvisionnements atteignaient le front. Les approvisionnements au front signifiaient que les offensives continuaient. Les offensives continues signifiaient la victoire. Henry Timken mourut en 1909, ne sachant jamais que son invention aiderait à gagner la plus grande guerre de l'histoire. Il voulait juste construire un meilleur roulement pour les chariots. Il réussit au-delà de l'imaginable. L'immigrant de Darmstadt, qui fit son apprentissage comme carrossier à 16 ans, inventa quelque chose de réelle valeur pour le monde, exactement comme il l'avait prévu. Le roulement à rouleau conique réduisit fondamentalement la friction. Il le fait toujours. Et tandis que les bombardiers américains mouraient au-dessus de Schweinfurt en essayant de détruire les usines allemandes de roulements à billes, les usines américaines produisaient tranquillement quelque chose de meilleur. Pas par des raids dramatiques ou des bombardements stratégiques, mais par une ingénierie patiente et une production de masse. La guerre des roulements fut gagnée non dans les cieux au-dessus de la Bavière, mais dans les usines de Canton, Ohio, où l'invention d'Henry Timken, né en Allemagne, perfectionnée par son entreprise américaine, sortait des chaînes de production par millions. L'Amérique n'avait pas besoin de roulements à billes allemands en 1940. Elle avait quelque chose de meilleur.